Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Emmanuel. Emmanuel, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Je suis Emmanuelle Orvin, à la tête de Mimétique, et je suis formatrice, accompagnatrice et appui conseil auprès de formateurs et organismes de formation. Très bien. Dis-moi, Emmanuel, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Eh bien, je souhaite parler du titre professionnel, formateur professionnel d'adultes. Ah, c'est très bien ça. Eh bien, écoute, je crois qu'on est tout oui. C'est Très bien. parce que c'est un vrai sujet de questionnement aujourd'hui. C'est un vrai sujet, dois-je passer mon titre ou pas ? Alors, il y a plusieurs choses à savoir par rapport à ce titre. C'est un titre qui est reconnu par le ministère de l'Emploi. C'est sa version 7 qui est actuellement en vigueur. Et ce titre, en l'occurrence, formateur professionnel d'adultes, est découpé en 4 activités types. Ce sont en fait des blocs de compétences. Et dans ces blocs de compétences, on va retrouver en tout 13 compétences. Elles ont été remaniées dans le temps tout simplement pour être en phase avec le monde du travail et avec la réalité de terrain, même si parfois on peut observer des décalages entre ce que les apprenants vivent durant leur stage obligatoire de 315 heures et ce qui est demandé dans le référentiel. Oui. Cependant, l'atout de ce titre, c'est de permettre à des formateurs dont c'est le métier principal, je dirais, de pouvoir intervenir sur des parcours longs et d'identifier aussi de nombreuses compétences qui vont être complémentaires dans leur activité au quotidien. On peut préciser quand même que pour exercer le métier de formateur, le diplôme n'est pas obligatoire. Tout à fait. Hein, c'est important de le dire parce que souvent on entend, tu sais, cette espèce de dichotomie. Est-ce qu'il faut ? Est-ce que je l'ai ? Est-ce que je l'ai pas ? Mais si tu l'as pas, c'est pas bien. Si tu l'as, ça sert à rien, etc., etc. Donc Oui, il n'y a pas de notion de bien ou de pas bien, c'est surtout voilà. d'identifier effectivement ce qui est utile pour soi-même en fonction de l'évolution de sa carrière. Mais on peut identifier qu'il y a quand même une différence entre le formateur professionnel d'adulte qui va avoir son titre et qui va souvent avoir une méthodologie pour intervenir notamment sur des parcours longs, plutôt que des formateurs occasionnels qui, eux, n'ont pas de nécessité absolue, je dirais, sur des parcours plus courts, d'obtenir ce titre pro. D'accord. Comment tu veux nous présenter ça ? Dis-moi. Eh bien, on peut partir déjà de quelques questionnements sur la phase amont. Oui. Comment je sais que je dois ou pas passer mon titre? Ça peut aider à faire des choix pour certaines personnes qui écoutent ton podcast. Oui. Donc on peut se demander ce que l'on recherche déjà à travers cette formation. Qu'est-ce qui va me motiver à faire cette formation? Qu'est-ce qui me semble peut-être me manquer dans mon quotidien? Ou me mettre le doute dans ma pratique au quotidien? Est-ce que j'ai aussi du temps pour me consacrer à cette formation qui est proposée par divers organismes, mais qui généralement propose des équivalents 600 ou 700 heures. Donc c'est quand même un temps réel à consacrer à la formation elle-même pour s'acculturer à tout le vocabulaire, s'acculturer aux méthodologies, effectivement, sur les 4 activités types ou blocs de compétences. Et puis, est-ce que c'est gérable pour moi de faire un stage obligatoire de 315 heures? Ça aussi, c'est une grosse question puisque 315 heures, c'est pas négligeable à placer dans un agenda. C'est ça, oui. Et encore faut-il trouver la structure qui t'accueille Exactement. et qui ait la capacité de mettre en phase sa pratique, son besoin et le référentiel. Et oui, tout à fait. Comme je l'évoquais, les apprenants qui passent ce titre ont parfois une sensation
de décalage entre les attendus liés au titre professionnel et la théorie finalement qui est observée durant leur formation Mmh. et la phase terrain où là, Oui. pendant le stage, on se dit: «Mais en fait, je ne parle pas la même langue que les personnes qui sont dans l'organisme de formation ou l'entreprise dans laquelle j'interviens» et donc l'apprenant peut lui-même être force de proposition, mais il faut encore qu'il y ait une écoute de l'autre côté de ce lieu de stage pour pouvoir, mettre en œuvre correctement les 13 compétences. Mmh. Tout à fait. D'autres questions, que l'on peut se poser, c'est aussi la modalité que l'on va préférer. Est-ce que, c'est important pour moi de plutôt suivre cette formation dans un mode présentiel ou distanciel ou hybride? C'est-à-dire qui comprend, à la fois des phases en présentiel, avec le formateur et des phases en distanciel pour des travaux qu'on appelle en asynchrone, donc où l'apprenant va être, mis à l'épreuve soit de consulter de la documentation ou de réaliser des évaluations et cetera, en dehors des temps, avec le formateur. Donc ça, c'est important aussi, me semble-t-il, parce que ça peut jouer en termes d'agenda également. S'il y a des trajets à faire pour se rendre à l'organisme de formation qui vous propose le TP, ça rajoute encore une strate supplémentaire d'heures à comptabiliser éventuellement. Hem Et puis peut-être si, en termes de travail, on a cette propension à facilement aller ouvrir des livres, aller facilement, faire des recherches, à droite à gauche pour pouvoir, se familiariser avec tout cet environnement lié à la formation professionnelle d'adultes. Je dirais aussi que la notion du financement naturellement, elle est importante. De même que d'identifier, une échéance peut-être pour, obtenir le titre et puis commencer à travailler sur, des objectifs qui soient efficaces pour soi-même, dans le cadre de ce passage du titre. Et puis une question qui me paraît principale, c'est de savoir quelles sont les attentes et les moteurs, qui vont, faire la réussite de cette formation et qui sont, très individuels finalement, très personnels. Dans la dimension de l'approche, antérieure à la certification et au parcours de formation, Oui. est-ce qu'il faut avoir, déjà fait de la formation, être déjà formateur, occasionnel? Est-ce qu'on peut venir de tous les univers? C'est comment un peu que ça se passe là? Alors, pour avoir, pu faire passer plus d'une centaine d'apprenants en 3 ans sur ce titre ou sa version précédente, pour le coup, il est vrai que les personnes peuvent parfois être en simple, reconversion, venir d'un autre univers. Je pense par exemple à une personne qui était, conseillère en insertion professionnelle. On peut retrouver des passerelles entre ces 2 métiers. Mais on a, plutôt des personnes qui vont être, déjà, aguerries dans l'exercice, même s'ils débutent en tant que formateurs occasionnels, ils vont parfois avoir déjà au moins eu l'occasion d'animer quelques formations, quelques ateliers, et venir, grâce à ce titre, interroger leurs pratiques et se perfectionner. Donc ce qui est très chouette pour moi quand je suis tutrice sur ce titre, eh bien, c'est que j'ai affaire à des univers métiers extrêmement variés, Ouais. ce qui est très enrichissant. Et ça t'oblige, oui, toi, en plus, à aller un peu faire de la veille sur ce qu'ils font pour comprendre comment le mettre en œuvre en termes d'apprentissage aussi. Oui, oui, tout à C'est fait, intéressant ça. je ne peux pas me réclamer être experte de chaque univers métier, mais en tout cas, eux ont aussi, cette faculté à faire de la pédagogie auprès de moi pour mieux me faire comprendre le fonctionnement de leur emploi et leur expertise pour que je puisse ensuite, identifier si la façon dont ils traitent le sujet en lien avec la pédagogie, l'accompagnement, l'ingénierie pédagogique ou autre, est en adéquation, avec, leur univers métier, oui. Mmh. Je voudrais te poser une question, Oui, Emmanuel. On parlait de modalité tout à l'heure, hein. oui. On disait, il y a le full remote en distanciel, il y a le full présentiel, il y a le Mmh. blended qui mixe les 2, hein. Oui, Blended, hein, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est oui, mélangé. Concrètement, toi, dans les accompagnements que tu as vus, oui. est-ce que tu préconiserais ou est-ce que tu favoriserais naturellement une méthode? Je parle, mais là, uniquement dans une stratégie d'apprentissage et dans une stratégie pédagogique, hein, pas sur, oui, tu auras pas à faire 30 kilomètres, ou des choses comme ça. Dis-moi un peu, toi, comment tu vois ça? Alors j'ai des retours d'expérience, variés. Moi j'ai passé mon propre titre en 2019 en full distanciel. J'ai trouvé ça très pratique pour, m'organiser, pour,
pouvoir justement faire des travaux en équipe, en distanciel et cetera. Enfin, en tout cas, c'est une modalité, moi, qui me convient bien et donc j'ai plutôt apprécié cela. Il y avait quand même des temps synchrones avec avec des formateurs, des temps synchrones avec les pairs. Donc c'est vrai que c'était assez pratique et fluide à organiser dans mon agenda. Je suis intervenue seulement sur du distanciel pour ce titre et j'ai trouvé ça très agréable parce que j'ai pu instaurer des temps d'accompagnement vraiment, qui ne duraient pas forcément des heures et des heures, mais pour le coup qui étaient assez efficaces et qui permettaient à l'apprenant de se remobiliser, de venir se réinterroger sur, ce qu'il a mis en œuvre, ses pratiques, là où il en est par rapport aux livrables attendus pour l'examen et cetera. Donc je trouve la modalité distancielle fluide, mais ça c'est mon point de vue et moi j'apprécie aussi animer en distanciel, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et j'ai d'autres retours d'expérience dans mon réseau de formateurs qui ont suivi ce même titre en présentiel et à qui ça a tout à fait convenu, parce qu'ils appréciaient d'être, en physique avec les autres, apprenants, de pouvoir échanger directement avec le formateur ou la formatrice, qui œuvrait à l'époque, pour eux. Est-ce qu'on pourrait essayer de trouver quelques éléments qui iraient chez soi favoriser un enseignement ou un autre? Toi, je pense que tu as aimé le distanciel, peut-être parce que tu as une forte motivation intrinsèque. Mmh. Tu as la possibilité aussi de mobiliser des ressources, tu maîtrises peut-être l'outil digital, Tout à fait. etc. Ça serait quoi un petit peu les caractéristiques qu'il faudrait pour qu'on puisse se dire, tiens, ben peut-être quand même, faut peut-être un peu que je regarde là, puis que je regarde aussi là, voir un petit peu ce qu'on fait, que le prix, par exemple, soit pas le critère de décision de l'apprentissage, quoi. Oui, oui, oui. Bah, clairement, une personne qui va être peut-être effectivement moins à l'aise avec les outils informatiques aura plus de facilité à être sur une modalité présentielle, puisque, elle va être, potentiellement plus facilement accompagnée ou guidée, techniquement sur, les apprentissages liés à la multimodalité, dans le cadre de ce titre. Et c'est clair que, pour le coup, je pense dans les 2 cas de figure, il faut savoir s'organiser. Ça fait partie de toute façon d'une des qualités, phares du formateur. De Oui. savoir organiser, son temps et potentiellement l'espace quand il intervient. Mais je dirais que c'est ça la pierre angulaire. On peut imaginer que, ce soit frustrant dans un parcours en distanciel. Ça m'est déjà arrivé d'avoir quelques apprenants qui m'aient fait ce retour, de ne pas avoir effectivement le vrai contact avec les autres collègues. Donc ça peut être, potentiellement frustrant quand on n'est que sur du distanciel, d'avoir cette forme d'éloignement, même si en tant que tutrice, moi je m'appliquais à ce qu'il soit le moins, prégnant possible, en me montrant présente et disponible. Oui, montrer vraiment cette présence à distance. Exactement, ouais. Non, mais c'est un réel sujet. Beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec ça et ne ressentent pas cette proximité quand on est sur un format distanciel. Donc si au départ vous dites, «Je ne suis pas à l'aise avec ça», alors c'est peut-être mieux de choisir, une formalité, plus physique, pour être avec le formateur en présentiel dans une salle de formation. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, c'est que trouver une modalité qui vous convienne, hein, quelque chose qui soit pour vous cohérent, facile à mettre en œuvre. Oui. Et aujourd'hui, on sait très bien que quelle que soit la modalité, la réussite n'est pas liée à la modalité. Non. Hein, à chaque fois, la réussite est liée à l'engagement, au travail, à la compréhension que l'on a de ce que l'on fait. Oui. Donc, ça, c'est quand même une excellente nouvelle à donner. C'est Mmh. aujourd'hui, vous pouvez, avec sérénité, choisir un petit peu ce qui vous correspond le mieux. Hein. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout Bon, à bah, fait. écoute, c'est super. Et c'est très important de le faire, de façon alignée ce choix, puisque si vous faites, à l'inverse de ce qui vous attire, parce que voilà, par mode ou par je ne sais quoi, Ouais, eh bien ça peut vous jouer des tours et ça peut être un facteur de difficulté d'apprentissage, qui vient se greffer à votre parcours et c'est dommage parce que potentiellement, vous pouvez perdre encore plus de temps ou sentir une forte démotivation à un moment donné mmh. dans votre, Oui, oui, un abandon. Et mmh mh. puis après, bon, on va se trouver des excuses, quoi, en gros. Hein. Ça peut être Ça, on sait bien faire. Hein. Ah, c'est pas moi, c'est l'auteur. Bon, bah, très bien. Ça, c'est bien cette première approche anté-formation. tout à fait. Tu conseilles
ce qu'on appelle des PSMMP, là, d'aller voir, d'aller s'immerger déjà, d'aller discuter, d'aller échanger avec des formateurs en activité? Alors, moi, j'ai tendance effectivement à, proposer cette activité-là à mes apprenants, en leur suggérant d'aller, fureter dans leur réseau direct et ou indirect, mais d'aller à la recherche d'experts, qui sont formateurs, et pour avoir leur retour de terrain, pour pouvoir les interviewer, les questionner, quel est leur quotidien, comment s'organisent-ils, Oui. quelles sont, leurs préférences aussi dans leur, activité, pour avoir une forme de vue d'ensemble, liée à plusieurs professionnels, qui effectuent ce métier au quotidien. Tu peux me confirmer qu'on peut quand même leur dire que les gens dans la formation, les formateurs sont des gens qui accueillent bien, qui c'est assez facile en vérité de rentrer en contact avec eux et ils partagent assez facilement, leur matière, ce qu'ils font, Généralement oui, en tout cas ouais. moi je le fais avec plaisir. Voilà, c'est ça, faut vraiment le dire parce que moi qui venais d'une dimension beaucoup plus commerciale, Oui. initialement, enfin moi je les trouvais trop gentils, c'était suspect pour moi. Je disais: «Ouh là là, c'est bizarre tout ce qu'ils me disent là, hein». Ouais, ouais, ouais. Combien ils gagnent? Comment ça se passe? Sans filtre, tout ça. Ouh là là, comment Oh, ils ouais, ouais. font? Ouais, J'avais été un peu surpris au départ, hein, ouais. je peux comprendre, oui, c'est 2 dimensions métiers qui sont assez différentes l'une Oui de l'autre. et je disais là, à un moment donné, il va me faire un croche-patte là quand je vais être un peu en tu sais, je vais prendre un petit peu, d'aisance là et clic. Ah bah non, pas du tout. Vous pouvez y aller en toute sérénité. C'est vraiment un univers bienveillant. Ce sont des gens qui ont l'habitude d'accompagner avec bienveillance. Oui, Donc on a vraiment cette chance dans les métiers de la formation d'avoir plein de gens disponibles, hein, mais une immense majorité de gens vous accueilleront bien. Voilà. oui, tout à fait et puis, chacun évolue sur, des secteurs très variés en fait. Mmh. Même dans la formation finalement, on se rend compte que, ça regroupe énormément de possibilités métiers incroyables. Et donc, même en tant que formateur de formateurs, on peut avoir, encore d'autres spécialités spécifiques, qui nous Oui. caractérisent et finalement d'une personne à l'autre, les ressentis ne seront pas les mêmes naturellement, les expériences non plus donc, ça crée un enrichissement que d'aller au contact de ces professionnels, qu'ils soient d'ailleurs des formateurs professionnels ou occasionnels. Occasionnel, bien sûr. Ça, c'est pour le coup, c'est vraiment Diplômé ou pas. exactement. Ou en cours de passage du titre. Et oui, bien sûr. Maintenant qu'on a exploré cette partie avant, c'est bon, Oui, tu as fait un petit peu le tour? On je on pense. on on attaque quoi alors, maintenant? Eh bien, on peut, attaquer l'entrée dans le parcours. Tadam! Voilà, c'est ça, le rideau se lève. Donc l'entrée dans le parcours, elle va vous mettre au contact, de 2 bibles qui sont le REAC, référentiel emploi activité compétences et le RE, le référentiel d'évaluation. Évaluation. Donc ces 2 documents sont à considérer, à pat enfin voilà, faut patouiller dedans, faut se familiariser avec pour les comprendre. Faut un peu les retourner parce qu'au début, c'est eux qui nous retournent le cerveau. Donc il faut, il faut pouvoir, s'accommoder de ces 2 documents, s'accommoder dans le sens positif du terme, mais en tout cas, faire en sorte, quotidiennement, je dirais, de les consulter, de s'approprier les terminologies, d'aller consulter aussi les glossaires qui les composent pour bien comprendre de quoi on parle, puisque chacun des 2 documents dispose de glossaires spécifiques, OK. pour, commencer à se familiariser avec, les terminologies, avec le sens que l'on peut donner, à ces documents. Si vous avez un accès à un espace numérique de travail, eh bien, c'est aussi l'occasion d'aller naviguer dessus, de consulter les ressources qui sont mises à disposition, d'identifier comment va fonctionner votre formation sur, des temps synchrones, des temps asynchrones, si vous allez, avoir affaire à des évaluations, de quel type elles sont. Des évaluations en cours de formation auront de toute façon lieu puisqu'elles sont obligatoires dans le cadre du passage de votre titre. Oui. Se familiariser aussi potentiellement avec vos collègues qui vont suivre la formation, qu'on peut aussi appeler des pairs, PAIRS dans ce cas-là. Moi je suggère à l'entrée en formation d'avoir une vision claire du type de stage que l'on recherche, puisque les fameuses 315 heures obligatoires qui doivent être révolues avant le passage de l'examen, eh bien il faut quand même savoir où est-ce qu'on va les faire. Vous pouvez faire dans une seule institution, organisme de formation, CFA, entreprise ou dans plusieurs.
sachez-le. Donc c'est plus cohérent si vous le faites dans un seul endroit. Ce sera plus facile à vous de manier les contenus et les livrables obligatoires dans le cadre de votre examen. Mais si vous le faites à plusieurs endroits, c'est aussi valable, et ça peut venir enrichir votre approche en plus du métier. Oui, l'avantage qu'il y a quand on le fait au même endroit, on n'a pas besoin d'avoir un temps de recontextualisation Oui, à chaque fois pour que exactement. nos évaluateurs soient en capacité de comprendre de quoi on parle quand même. Absolument, oui. Ouais. Il y a aussi, mine de rien, le jour de l'examen, votre capacité à être pédagogue sera bien présente. C'est pas mal, ouais, comme idée ça. Ah oui, oui, c'est très important pas forcément de traiter le jury Comme un comme des apprenant. apprenants, mais bien comme des pairs avec qui on vient échanger autour du métier de formateur. Par contre, de leur faire comprendre le maximum de choses, de façon simple et précise est très, très important. Et Bien. donc moi, c'est ça, ça fait aussi partie des choses qui m'éclatent dans mon quotidien, que d'aller chercher un peu la petite bête, de me mettre en posture de jury. D'ailleurs, je suis habilitée depuis 2023. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, sur ce titre, d'intervenir en tant que jury, mais, je vois les axes, que doit prendre le jury pour, considérer le travail qui est, Qui est réalisé fait. par l'apprenant lorsqu'il est candidat au titre. Et donc, voilà, je pense avoir, une vue plutôt complète des attendus. D'où mes recommandations qui vont être, parsemées durant tout le parcours Et oui, tout pour à fait. guider le mieux possible l'apprenant jusqu'à l'obtention de son titre. Et surtout bien savoir quand on passe ce diplôme qu'on est un formateur en devenir. Exactement. Et donc l'examinateur, la personne qui va vous évaluer à ce moment-là, ce qu'elle veut mesurer, c'est la conscience que vous avez de ce que vous faites et est-ce que vous êtes dangereux pour les apprenants? Ça, c'est quelque chose qu'on essaie quand même de voir. J'en ai pas rencontré, moi. Oui, oui. Et surtout, est-ce qu'on estime que vous êtes capable de vous adapter à de nouvelles situations avec les bons fonctionnements, les bonnes réflexions et une façon de faire que vous serez capable de remettre en question. Voilà, c'est Exactement. petit peu ça qu'on va aller rechercher dans cette. C'est absolument pas la capacité de vérifier que vous maîtrisez tout à 200%, que vous avez 20 sur 20 partout. C'est pas du tout ça. Hein, Pas du tout, je suis tout à voilà, fait d'accord avec voilà, toi, d'autant plus que certaines compétences, parmi les 13 ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre tout selon, à fait, là tout où à vous fait. intervenez en stage. Je pense notamment au bloc de compétences numéro 3 sur l'accompagnement des apprenants en formation, qui est souvent le plus fastidieux pour, les apprenants que j'ai eu à accompagner jusqu'à présent. Ah ben oui, Ce bloc 3 qui comporte, pour le coup 4 compétences, l'accompagnement des apprenants dans leur parcours de formation, l'accueil d'un apprenant en formation et la co-construction de son parcours, le tutorat des apprenants à distance. Ça, souvent dans les organismes de formation, c'est assez peu existant, mine de rien, sur le oui, terrain. oui. Et l'accompagnement au développement professionnel des apprenants, pareil, quelque chose qui est, souvent peu mis en œuvre, si ce n'est parfois dans des CFA. Mais sinon, c'est très superficiel finalement, Oui, quand on le fait, sur le terrain. Donc, bon, il faut se dire que, la force que vous aurez, c'est aussi d'être curieuse et curieux de contenus qui vont vous être, utiles, d'aller rechercher des références bibliographiques pour vous renseigner, d'aller échanger soit avec des pairs pendant votre parcours, soit avec des experts qui sont déjà, en fonction. Mais c'est vrai que d'être curieuse et curieux peut venir enrichir votre argumentation le jour de votre examen et puis alimenter votre réflexion de manière plus générale. mmh. J'avais juste une petite info Mmh mh. sur le podcast La Formation. Mmh. Vous retrouvez concernant la compétence, je crois que c'est la compétence 9 là, c'est tutorer les apprenants à distance. Oui. Lorsque le référentiel est sorti en 2022, là, j'avais reçu Jacques Rodet Ah oui. et Jacques avait eu la gentillesse de reprendre la partie du référentiel de cette compétence Oui. et de voir comment elle devait être articulée, comment on devait la mettre en œuvre, ce Mmh mh. qui était bien, ce qui était pas complet. Et Mmh. vous avez dans cet épisode, et il l'a relayé à travers un écrit sur des articles de blog, dans le blog de Super. TAD, Oui. arobase D. Mmh mh. Il a relayé cet échange qu'on avait eu. Et c'est une vraie mine d'informations pour découvrir ce tutorat. Et puis un petit coup de pub, ça fait pas de mal. Si vous voulez acheter la référence des livres sur le sujet, c'est Jacques Rodet qui les a écrits. Voilà. Exactement. Un petit bonjour à Jacques en passant.
Elle fait partie des experts, que l'on est, c'est un peu le passage obligé, obligé de citer Jacques Rodet sur cette partie puisqu'il a vraiment décortiqué le tutorat à distance effectivement. De même que sur la compétence 5 liée à l'évaluation des acquis de formation, je ne Mmh. peux m'empêcher de citer Jonathan Pottier, Oui, qui est oui, l'un des pontes, du sujet, qui fait des choses extraordinaires autour du transfert, qui est un sujet important qui n'est pas forcément extrêmement bien valorisé dans le titre actuel de formateur professionnel d'adulte, mais on tend vers ça et à force de côtoyer des experts, aussi qualifiés, qui heu, partagent, hein, qui partagent, exactement, c'est l'occasion de s'alimenter et de continuer à réfléchir sur ces Jonathan sujets. Petiez, a écrit aussi, des livres, hein, l'évaluation en formation, hein. Exactement. Il y a une version remaniée et c'est très opérationnel ce qui est écrit, hein. Tout à fait. Et tout est tiré de sa thèse de 600 pages que vous retrouvez très facilement aussi en ligne, hein, et Oui, vous pouvez la lire, c'est toujours intéressant, là. L'évaluation et l'accompagnement, oui, sont 2 parents pauvres dans la formation quand oui, on les regarde et enfin, ça évolue pas beaucoup en vrai de ce côté-là. Donc c'est vraiment si vous voulez vous démarquer, ces 2 sujets-là sont vraiment des sujets sur lesquels il y a plein de choses à faire oui, et qui sont très, très intéressants. exactement. Et donc, moi, je vous recommande d'aller voir là. En plus, moi, quand j'avais passé mon titre, c'était vraiment là-dessus que je m'étais basé Mmh. et j'avais eu un jury très attentif Mmh mh, mmh. à cette problématique, à ces deux Mmh. Et problématiques-là. oui, oui, oui. Je comprends bien. Comme tu dis, ce sont les parents pauvres et si je peux citer encore un expert sur la notion de l'accompagnement, c'est Yann Serrault, qui a aussi écrit un ouvrage très très didactique, en suivant le parcours d'apprenant, voilà. Ouais. On comprend mieux à quoi ça sert surtout parce que, donner du sens à ce qu'est l'accompagnement. Personnellement, quand j'ai passé mon titre en 2019, j'en avais strictement aucune idée. J'ai Ouais, passé mon titre sans vraiment savoir à quoi ça servait en formation de faire de l'accompagnement, vraiment. puisqu'à l'époque, j'étais plutôt habituée à intervenir sur des journées de formation et pas sur des parcours longs. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de mon appréhension du sujet de la formation et de ma compréhension de ce dernier, j'ai pu, mieux cerner et en lisant cet ouvrage, ça m'a clairement, apporté une nouvelle vision, et un sens nouveau à ce qu'était l'accompagnement. Moi, je m'étais posé la question, suivante Oui, après avoir lu, ce qu'écrivait Philippe Carré, oui, et qui parlait de l'apprentissage, hein, mmh, que c'était un acte volontaire et autonome. oui, Et du coup, je me suis senti complètement perdu à ce moment-là en me disant: «Mon Dieu, si c'est volontaire et autonome, qu'est-ce que moi, formateur, je mmh, viens faire là-dedans?» mmh, Et du coup, toute la subtilité dans l'accompagnement, dans exactement, cette et dans la capacité, posture de facilitateur du formateur. c'est ça, Mmh mh. de vraiment avoir, Oui. cette écoute de l'autre, de son besoin et de le mettre en question, de pas lui apporter de réponse. Mmh, 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 mmh. Parce que c'est vraiment un travail, très profond sur soi. On a besoin de se connaître, on a besoin de savoir qui on est et du coup, on peut pas catégoriser. Sinon, on peut pas dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. En réalité, moi, j'avais offert une dimension d'inventaire un petit peu, voilà tout ce qui est faisable, Mmh. voilà tout ce qu'on peut mettre en œuvre, choisissez ce qui vous correspond. Tout à fait, oui. Et Et dans cette mmh, dimension d'inventaire, on se rendait compte que les gens avaient, si on parle de l'accompagnement, c'est comment nous contacter? Bah, tu as des gens qui veulent te parler, tu as des gens qui c'est difficile de parler, il y en a qui veulent t'écrire. oui, Voilà, il y a plein de choses possibles et l'idée, c'est de laisser à chacun de choisir son moyen d'expression le plus naturel. oui. Mmh mh. Et ça, c'est intéressant et si je pouvais donner un tips, moi, quelque chose que je pratique, à volonté et sans modération, c'est quand on me pose une question, je réponds par une question. Je je donne pas de réponse. En réalité, mes réponses sont pas forcément adaptées aux autres. Il faut qu'ils Oui, trouvent leurs réponses. exactement. Mmh. Et quand je pose une question, je précise bien que je n'attends aucune réponse précise. J'attends leur réponse. Oui, tout à fait et puis c'est, très intéressant aussi sur l'aspect, gymnastique, réflexive Et oui, qui va amener chacun, chacune à réfléchir à comment il a fait, pourquoi il l'a fait, quel impact ça a pu avoir. Pour moi, ces 3 questions-là sont fondamentales, dans oui. le cadre du parcours de formation et dans le cadre du stage que vous allez pouvoir effectuer, en tant que FPA.
le comment, le pourquoi et l'impact, que ça a pu avoir sur vous en tant que formateur, que ça a pu avoir sur les apprenants, que ça a pu avoir potentiellement sur, plus largement l'organisme ou le Organisme, hein. réseau, Mmh. dans lequel vous intervenez. Et tu dis, quelque chose d'extrêmement intéressant. En tant que formateur, il faut bien se connaître. Mmh. Ça me paraît primordial de le rappeler parce que, un formateur qui ne se connaît pas bien ne va pas pouvoir être dans une posture ni d'ouverture auprès des apprenants, ni de, facilitation, me semble-t-il. En tout cas, dans les faits, j'ai pu constater ça à plusieurs reprises. Je me prends moi-même en exemple, hein, d'ailleurs. Je pense que petit à petit, j'ai cheminé vers moi-même en en devenant formatrice aussi et c'est un réel, apprentissage sur soi également que de passer ce titre, de ce que j'ai pu vivre en tout cas et constater. Quand j'accompagnais, je leur disais, quand vous rentrez dans une salle, posez-vous 2 questions: qui je suis Mmh mh. et pour qui je me prends? Mmh mh. Et quand vous serez au clair avec ça, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Ouais, et ça permet de s'aligner Mmh. et d'être au clair avec ses pratiques. Mmh mh. Ouais, et d'avoir, une congruence entre ce qu'on Oui, est, ce qu'on fait, ce qu'on dit. tout à fait. Parce que c'est ça, c'est quand ça dysfonctionne ou quand il y a des parasites sur la ligne, Mmh mh. ça crée en vérité des émotions aux gens Oui. et ça les éloigne de l'apprentissage et de cette capacité autonome qu'ils ont Mmh à mh. apprendre. Tout à fait. Ouais, c'est vraiment intéressant ça. Mmh. On est au milieu de notre formation. Oui. Heu, Parle-nous de ce stage quoi, parce que c'est un truc ça, waouh quoi. Ouais, vous voyez bien ce stage à quoi il va servir. Déjà, il va permettre de toucher du doigt, l'exercice du métier de formateur professionnel d'adultes, à travers des mises en situation, concrètes que vous allez pouvoir décider, directement avec, l'organisme dans lequel vous allez pouvoir intervenir. L'intérêt, ça va être de pouvoir, reporter des idées clés dans des livrables qui sont attendus pour votre examen, notamment, le dossier technique qui va faire la part belle à 4 des 13 compétences, qui sont valorisées dans ce TP. Et puis vous allez, pouvoir, passer l'examen au moment où votre stage sera révolu. C'est-à-dire Oui, vous ne pourrez pas le passer tant que les 315 heures ne seront pas effectivement, réalisées. du coup, on va être obligé de raconter une vraie expérience qu'on a vécue. Et oui, très cher. Oh, c'est magnifique. Oui, c'est formidable et justement, ça entraîne, le travail, réflexif dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va prendre, du recul sur ce que l'on a pu faire, le comment, le pourquoi, l'impact que ça a pu avoir. Aussi peut-être des hypothèses du comment je ferais si j'avais, plus la main, si j'avais l'opportunité de refaire l'action et cetera. Donc on va Oui, venir interroger presque la technicité du métier, enfin pas presque, totalement d'ailleurs, la technicité du métier et c'est pour ça que j'encourage les apprenants qui passent ce titre à prendre des notes, lorsque couramment, ils sont dans leur activité, en tant que stagiaires. ouais. Vraiment prendre des notes à la volée. Certaines ne seront pas utilisées, d'autres, seront une mine d'or à aller creuser pour, répondre aux attendus, liés à l'examen, notamment à travers, ce dossier technique, mais aussi à travers les arguments que vous pourrez apporter à l'oral devant le jury, lors de votre passage. De la même façon d'ailleurs, j'en profite, je crois pas l'avoir dit, par rapport à tout le vocabulaire nouveau, qui se fait jour, dans ce titre. C'est un vocabulaire que vous allez devoir intégrer et qui n'est pas forcément évident au départ. Donc je vous invite, vivement à créer un répertoire, qu'il soit informatique ou papier comme vous préférez, mais d'avoir un répertoire, vous facilite la vie pour vous repérer dans les méandres, et le labyrinthe qu'est le titre de formateur professionnel, sous tous les angles. Je vais vous dire une petite anecdote. Oui. Sur tous les groupes, que j'ai accompagnés de FPA en formation, Mmh. un matin, tu arrives, tu les écoutes parler et tu sais pas ce qui s'est passé, ils sont devenus des formateurs. Oui, Ils parlent avec la sémantique du formateur. Ça, c'est un moment délicieux. oui. Tu dis: «Waouh, ça y est, ils utilisent à bon escient les bons mots». Mmh, mmh, mmh mh. Et c'est presque, je l'ai toujours vécu comme quelque chose de pas soudain, mais ça y est, on y est. Voilà, on parle, on respire, on vit formateur. Ça, c'est génial. Ouais. Ça arrive dans la pratique, dans l'échange. C'est quelque chose qu'il faut mobiliser au quotidien. Oui et qui, comme tu le dis, se passe de façon informelle, mais quand on est, en tant que formateur ou tuteur capable, de le démasquer, c'est très important de le valoriser aussi.
parce que, pendant plusieurs, semaines ou mois, on peut passer du temps en tant que formateur ou tuteur, à venir, ramener la personne au vocabulaire ou aux bons mots-clés ou voilà et donc quand celui-ci est vraiment inclus dans le vocabulaire courant, c'est très intéressant de pouvoir le pointer pour célébrer, cette petite victoire Ah ouais, c'est qui peut en être c'est une grande en incroyable. réalité. À chaque fois, ça me fait un effet, c'est presque une émotion, Oui. de me dire: «Waouh, ça y est», tu vois? Ils le tiennent, Mmh. et quelque chose qui est important aussi, on parle d'accompagner, du métier de formateur, Oui, on nous sent, très proactifs, hein, toujours dans cet accompagnement. oui, Ce qu'il faut savoir, l'écoute est quelque chose de fondamental. Il faut oui. plus écouter que parler, et lorsque vous mettez les gens en question, c'est quand vous leur apprenez à poser des questions, c'est-à-dire quand le champ, opérant va leur permettre en toute sécurité, ce qui semble être pour eux une sécurité, de poser une question qui pourrait sembler bête. À Mmh. ce moment-là, vous avez gagné, parce que c'est en écoutant les questions qui se posent que vous saurez où ils en sont dans leur apprentissage. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'important, et je dis, aux personnes qui suivent ces formations: «Posez des questions». Il y a pas de questions bêtes. Moi, je le Oui. dis en préambule, je dis: «Moi, la seule question bête, c'est celle avec laquelle vous repartirez, que vous n'avez pas posée». Mmh, mmh mh. Exactement. Et donc du coup, allez-y, quoi. On est, tu sais, dans une phase expérientielle avec des filets partout. Mmh mh. On peut essayer, voir si c'est mou, ou sauter, voir si c'est bas, si c'est bas, Oui, et faites-le, quoi. ouais. Faites-le, hein, les gens qui encadrent ces formations, écoutez, écoutez et écoutez encore, Mmh mh. et puis, heu, poussez la réflexion à travers le questionnement, Mmh mh. et c'est vraiment, et inciter les gens à poser les questions. C'est vraiment, moi, ce qui me facilitait la vie, en vrai, Mmh mh. parce que je savais à quoi ils avaient réfléchi. Donc par Exactement. défaut, je savais quels étaient les éléments qu'ils prenaient en compte dans leur réflexion, et je voyais ce qui manquait ou ce qui était atteint. Oui. Oui, oui. Donc il faut pas hésiter à mettre ça en œuvre. Mmh mh. Tout à fait. Une autre chose importante, à mettre en œuvre, c'est, de prendre soin de soi, d'aménager des temps de repos dans l'agenda pour, avoir des temps de pause aussi. La cadence, est assez, forte entre le stage, peut-être, une activité professionnelle, dehors, peut-être, une activité, familiale ou autre. Heu, Ah bon? donc On n'abandonne pas ses enfants, alors c'est un et message. ben, voilà, c'est un message et on ne s'abandonne pas soi-même non plus en cours de route. J'ai déjà vu des apprenants, finir assez mal en point malgré tous les comment dire? Toute la ouate et le coton qu'on avait pu mettre, en œuvre dans le cadre du parcours, à travers des accompagnements très individualisés. Des personnes, sur le plan, de l'énergie, de leur dynamisme et cetera, finalement s'épuisent parce qu'elles se mettent beaucoup de pression, elles ont beaucoup d'exigences vis-à-vis d'elles-mêmes et Ouais, ça me paraît important de signaler quand même que le titre est exigeant. Le oui, travail lié à l'examen est exigeant puisque l'examen a un découpage très particulier auquel, enfin, je pourrais vous en toucher 2 mots, mais c'est quand même un gros morceau, on va dire, qui dure oui, 3 heures cet examen, donc il faut bien s'y préparer et c'est cognitivement quand même assez, sollicitant. Donc c'est très important, me semble-t-il, dans l'organisation globale liée au passage de ce titre, d'avoir des temps pour prendre soin de soi-même et puis passer des temps en famille, prendre quelques jours de repos de temps à autre. oui, c'est important ça. Autrement, dans la formation elle-même, eh bien, il y a les temps, liés à la peut-être à la consultation, de contenus complémentaires à des temps synchrones dans lesquels on va faire de la classe inversée, peut-être, réaliser des mini temps d'animation. Je sais que moi je proposais systématiquement à ce que les apprenants fassent, 30 minutes d'animation d'un icebreaker pour leurs collègues lorsque j'animais des classes virtuelles. Ça permet au moins de se mettre en jambes, d'identifier ce qui marche moins bien, de se mettre en jambes finalement en tant que formateur et puis, s'exercer, s'entraîner, réaliser des activités pédagogiques proposées, bien sûr participer aux évaluations en cours de formation qui font partie des choses obligatoires pour pouvoir passer le titre et qui vont être recensées finalement dans un livret des évaluations en cours de formation auquel, le jury a accès et qui permettra peut-être de lever un doute. C'est-à-dire que si le candidat se montre, très stressé par exemple et qu'il loupe, l'une des parties de l'examen, en lisant le livret des évaluations en cours de formation, le jury peut se rassurer
et dire: «OK, j'ai compris que, la personne est peut-être dans des conditions qui la stressent beaucoup, et malgré tout a déjà, pu réussir l'évaluation en cours de formation», Oui. avec, une appréciation de la part des tuteurs ou des formateurs. Évaluation en cours de formation que vous entendrez souvent nommer ECF, Exactement. la fameuse ECF. Parmi, tous les sujets, qui ont été raccourcis, les 3 mots-clés réac, RE et ECF, laissez pas. ECF. Et c'est bien de rappeler que c'est un élément de la certification, hein, Oui, c'est quelque chose qui est obligatoire. oui, tout à fait. Voilà. Et c'est bien ce que tu dis parce que concrètement, moi ayant été jury Mmh. sur plusieurs titres professionnels, Oui, à un moment donné, effectivement, on peut voir une faiblesse et à ce oui, moment-là, à travers la lecture des rendus de CF, oui, on a la vision du professionnel formateur qui accompagne. oui. Et là, on se dit, le gars, il l'a eu pendant 2 mois, 3 mois, il a validé que c'était bon. Mmh. Moi, aujourd'hui, sur un 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, Oui, 5 minutes, effectivement, j'ai peut-être pas vu la quintessence de ce qui est produit, mais là, je suis rassuré en tant que jury. mmh Je mh. vais dans un sens qui est validé par un confrère. Donc, Exactement. c'est super intéressant, hein. Oui. Il faut pas négliger les ECF et pour information, nous, on faisait très, très attention, Mmh. à ce qu'on écrivait dans l'ECF. Oui. Voilà. Et à chaque fois, bon, la proposition était, présentée, à l'apprenant. Oui. On lui disait: «Voilà ce qui s'est passé», quelque chose de très factuel. «Voilà ce qu'on en dit, qu'est-ce que tu en penses?» Mmh. Et ça, c'était important parce qu'il y a aussi une conscientisation, hein, Oui. de l'instant T, ce qu'on est, ça fait partie de la progression, Mmh mh. de savoir entre guillemets un peu où on en est, Oui. hein. C'est quand même toujours important d'avoir Cette conscience-là. Mmh. cette vision et ces éléments de réassurance lors du parcours. Mmh mh. Tout à fait. Voilà. Et donc, peut-être quelques mots sur, l'examen en lui-même, Oui, juste pour, en expliquer le découpage qui n'est pas toujours, évident à considérer. ouais, Et là aussi, ça demande à se familiariser, d'où l'idée de bien lire le réac et le RE pour, avoir la main sur l'organisation de cette, évaluation. Donc, chacune des 13 compétences est évaluée à travers, l'examen. Comme évoqué, il y a pas de par cœur à savoir, voilà, il y a pas de mmh, réponse, en fait, exacte ou inexacte. C'est-à-dire que oui, vous allez, petit à petit, avoir de nouveaux réflexes qui vont, se créer et puis que vous allez pouvoir perfectionner dans le temps de toute façon. Mais partant de là, vous allez avoir différents modules, on pourrait dire, ou différentes modalités d'évaluation qui vont se décliner, sur 3 heures de temps. Face à un jury de 2 personnes, vous allez donc être tout d'abord mis en situation professionnelle. Ici, c'est mon sujet phare et que je préfère, l'analyse des pratiques professionnelles qui est mise en lumière, la compétence numéro 13 qui appartient au bloc numéro 4, qui va durer 55 minutes. Vous allez avoir 45 minutes en tant que candidat pour vous préparer, à cet exercice. Un thème parmi 6 sujets sera tiré au sort le jour de votre examen et vous aurez 45 minutes de préparation pour 10 minutes de présentation à l'oral de votre analyse de pratique sur ce sujet en question. Ce sont des choses qui sont qu'il est prévu de traiter pendant, votre TP et pas seulement le jour de l'examen, d'où l'intérêt de pouvoir identifier ces différentes thématiques, pour, les mettre en œuvre le plus possible, dans votre, terrain de stage, pour après pouvoir, en tirer des leçons et montrer comment vous envisagez votre amélioration continue sur ce sujet-là. Le jury, n'a pas l'occasion de débriefer malheureusement, j'en avais parlé avec d'autres, professionnels et c'est un peu dommage. Alors il peut prendre la liberté de débriefer, mais c'est pas prévu dans le cadre, ouais, je dirais réglementaire. c'est ça. En tout cas, voilà, c'est la première re des mises en situation, enfin c'est la seule et la première mise en situation professionnelle, mais en tout cas, c'est les 55 premières minutes de votre examen qui se dérouleront comme ça. Et puis, vous avez ensuite 20 minutes d'entretien technique qui permettront de traiter 2 compétences, l'accueil d'un apprenant en formation et la co-construction de son parcours et le tutorat des apprenants à distance. Ici, vous allez être interrogé par le jury à travers une grille d'entretien dont le jury dispose le jour J et bien sûr que ces questions-là, vont peut-être vous paraître très théoriques et je pense que c'est important de bien connaître la théorie pour Ouais. se faire la main sur ces 2 thématiques.
Et en même temps, le mieux, c'est aussi de pouvoir argumenter à partir de choses concrètement vécues sur votre terrain de stage à nouveau. Oui, tout à fait. Ensuite, on a le questionnement à partir de production. Alors, si vous avez un peu de temps, je vous l'explique dans le détail. Ah bah, vas-y, Ici, écoute, ça dure 1h35 voilà. et le découpage est bien particulier. On va avoir finalement un repérage par activité type. Donc, pour rappel, hein, l'activité type, c'est ce qu'on peut aussi appeler le bloc de compétences ou le CCP. Et en l'occurrence, chaque activité type est considérée avec, à chaque fois, une compétence traitée dans votre dossier technique et le reste des compétences, tout ou partie, traitées à l'oral, puis un questionnement par le jury. Ça, c'est le découpage générique, je dirais. Donc, sur la première activité type, concevoir et préparer la formation, vous aurez un premier chapitre de dossier technique qui vous permettra, durant plusieurs pages, de dérouler finalement la compétence 1, si ma mémoire est bonne. Et cette compétence 1, eh bien, vous allez pouvoir l'agrémenter de différents tableaux qui seront valorisés directement dans le document. Vous aurez 20 minutes de présentation orale sur les autres compétences de ce bloc, y compris la présentation d'une capsule pédagogique liée à la compétence 3. Donc c'est intéressant de pouvoir bien cerner ce qui est attendu, le timing attendu également. Moi, j'encourage vivement, pour préparer cet examen, les personnes à s'entraîner, à s'enregistrer, à se filmer pour identifier les tics de langage, pour identifier les bugs en termes de timing, etc. Et de pouvoir avoir ensuite en tête que le jury aura 10 minutes de questionnement sur cette première activité type. Oui, et il faut savoir que le temps, c'est le temps. Oui. C'est pas négociable. Exactement. Le jury est souverain, il fait ce qu'il veut, il peut vous relancer, il peut vous accompagner encore plus, Oui. mais le temps, c'est le temps. Et ne pas respecter le temps, c'est comme si vous faites une intervention d'1 heure et puis que il vous manque encore une demi-heure pour la terminer, quoi. Oui. Vous délivrez pas en vérité. Tout à Donc c'est fait. important de savoir que le temps, c'est vraiment un facteur à prendre en compte. Il n'y a pas mieux que l'entraînement. Clairement. Il faut se chronométrer, oh là là, j'ai mis que 3 minutes, il en fallait 10, oups. Voilà, Parce que le but, c'est pas de finir vite, hein, c'est d'optimiser son temps. on est bien d'accord. On est bien Voilà. Voilà. L'activité type 2 sur l'animation d'une formation et l'évaluation des acquis des apprenants, eh bien, vous aurez aussi l'une des compétences à traiter dans votre dossier technique et puis 15 minutes de présentation orale sur les autres compétences concernées, 10 minutes de questionnement par le jury. L'activité type 3, toujours le même fonctionnement, une partie qui est dédiée dans le dossier technique, donc à l'écrit, avec potentiellement des items à rajouter en annexe. Hein. Votre dossier technique, il doit faire entre 30 et 45 pages maximum hors annexe. Oui. Donc c'est quand même un gros morceau et je pense que c'est important de rappeler ça. Oui. Parce qu'on va se dire, oh, un dossier, ça va vite à faire. Alors, il faut savoir que le métier de formateur, c'est un métier d'écriture. Exactement. Les gens, par exemple, qui envisageraient ça et puis qui auraient un peu de temps libre, Oui. feraient bien d'aller s'aguerrir sur des produits comme Word, Oui, tout à fait. hein, notamment l'édition de documents longs. Oui. Ça peut être quand même assez intéressant dans la gestion, notamment des sommaires et tout ça. Oui. Ça fait partie des petites choses qui facilitent grandement la vie. Oui, exactement. Voilà. Et puis donc sur ce 3e bloc de compétences, 10 minutes de présentation orale de la compétence 7, puisque les compétences 8 et 9 auront été traitées précédemment dans les 20 minutes d'entretien technique. Et puis 10 minutes de questionnement par le jury. Et la dernière activité type, c'est inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de qualité et de responsabilité sociale des entreprises, où là, vous avez un chapitre 4 extrêmement dense basé sur la compétence 12 liée à la veille. Veille qui va être très intéressante puisque d'une part, identifiée sous le volet votre expertise métier et d'autre part, pardon, sous le volet TP-FPA, donc dans le focus de je deviens formateur et comment j'organise ma veille dans mon quotidien. Et aussi quelque chose d'important, Oui. c'est comment je reste au courant de ce qui se fait dans mon métier, dans ma pratique professionnelle. Oui. Moi, je suis outré de voir des formateurs, je suis allé dans un centre il n'y a pas longtemps, de voir des formateurs sur des dispositifs, des titres de commerce,
Oui. Et les mecs, ça fait 20 ans qu'ils ont pas mis les pieds dans une entreprise qui fait du commerce. Ah, c'est dommage, oui, effectivement. Là et on mesure facilement le décalage quand on les écoute, hein, Bien sûr. tu dis: «Ouh là! Mmh. Ouais, mais ça, c'était avant. Voilà, Maintenant». faut peut-être, remettre un petit peu à jour ses connaissances, ouais. Oui, oui, c'est très, très important. Ne perdez jamais de vue que ce que vous enseignez évolue Oui. et c'est super intéressant d'aller dans le contexte professionnel, s'immerger. Vous allez rencontrer des gens, vous rencontrez des entreprises en tant que formateur Mmh mh. qui acceptent vos apprenants. Hésitez pas à aller passer une journée, 2 jours, à les questionner, à les Oui. observer. C'est quelque chose de génial. C'est ça aussi la veille, hein. C'est pour Bien sûr, ça, bien et sûr. puis la veille, tiens, je file un tips, Oui. vous avez quelqu'un qui l'a fait très bien, il s'appelle Gérald de Thiraud, vous le retrouvez sur LinkedIn, Mmh. vous le retrouvez aussi dans un épisode, du podcast qui s'appelait La veille pour le lendemain, hein, et je vous incite à aller le voir et puis, franchement, moi je suis sa veille, elle est très perfectionnée, elle est très efficace et elle me fait gagner beaucoup de temps donc Excellent. c'est offert. C'est cadeau, voilà, merci Voilà, Laurent. cadeau. Encore un cadeau de Laurent. Ah oui, oui, bah, ça c'est C'est ça le Père Noël, Laurent, personne ne le sait, mais on peut y aller, c'est avec un grand plaisir en tout cas. donc en Voilà. tout cas, dans cette dernière activité type, on va avoir ce fameux chapitre, du dossier technique. Alors, je mets un petit point de vigilance parce que j'ai déjà eu des apprenants qui m'ont fait le coup de passer par des chats GPT pour me réaliser Ah, cette partie-là du dossier qui est assez rébarbative, il faut bien le dire. Cependant, même si l'IA existe et que c'est génial de pouvoir faire appel à de l'intelligence artificielle, générative pour créer des contenus, je vous incite vraiment en tant que formateur, que vous soyez formateur occasionnel ou professionnel, à d'abord réfléchir par vous-même et construire des choses par vous-même avant d'avoir le réflexe de faire appel à ces technologies-là. Tout simplement parce que ça vous permet d'ancrer une certaine logique plutôt que d'abord tout de suite déléguer la compétence à un outil. oui, et pour information, on a Oui. des outils qui nous disent que c'est fait avec ChatGPT, hein. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que si même des fois on n'était pas très aguerris, ça nous dit: «Ah, c'est de l'IA ça. Ah Oui, mince». bah, alors moi je m'en suis vite rendu compte parce que c'était tellement scolaire et redondant que je pouvais Ouais, pas passer à et côté puis en me c'était disant: tellement pareil. «Voilà, ça peut pas être l'apprenant qui m'a fait ça, Ouais, c'est pas possible, ouais, c'est pas possible. c'est une Bah, machine». alors attention, comprenez bien, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas utiliser l'IA, il faut l'utiliser à bon escient. Exactement. Ça peut devenir un super collaborateur. Voilà, Mmh. je vais le dire comme ça. Mmh. Oui, oui, non mais c'est sûr, chacun sa vision de la chose et je suis pas, dans une optique de contrer toute utilisation d'IAG, mais je me dis que, c'est important en tant que professionnel, d'être, tout simplement dans le bain de sa propre expertise et puis de faire des découvertes par soi-même avant d'aller, comme je disais, déléguer à un robot. Voilà, il y a quand même un passage vers, moi, humain, j'ancre des choses en moi. «J'engramme» entre guillemets les informations et je suis susceptible de m'en resservir, peut-être de façon «augmentée» entre guillemets à travers des outils numériques effectivement, mais en 1er lieu, ça passe par moi qui agis. C'est ça. Mmh. C'est toujours imaginez que l'IA, c'est comme un mixeur, c'est pas le mixeur qui vous fait avancer, c'est vous qui faites avancer le mixeur. Exactement. Et c'est Belle super, image. ça gagne du temps. Moi, l'IA, pour moi, c'est un mixeur. Tout à Voilà, fait. je le sors à bon escient et oui, oui, c'est très fin, c'est bien, j'ai plus de grains dans ma soupe, tout ça, c'est nickel. Mais c'est moi qui décide de mixer, quoi. Voilà. Exactement. Enfin, c'est pas le mixeur qui me dit: «Vas-y, fais ça, hein», Exact ou dis que c'est toi qui l'as fait, hein. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette 4e activité type et vous aurez à nouveau 10 minutes de présentation orale et 10 minutes de questionnement par le jury. La compétence 13 ne sera pas questionnée puisque, pour le coup, elle est passée dans la mise en situation situation professionnelle au tout initiale. début de votre examen. Mmh. Alors, Oui, un petit mot pour rassurer. oui, Le travail de préparation au passage du titre fait partie de la formation. exactement. Hein, c'est pas bonne chance. Ah oui, 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 non, non, au Non, non, contraire, moi je c'est expliqué, mis en situation, on y revient et alors pour le vivre et l'avoir vécu, mmh ça revient tout le temps. Voilà. exactement. C'est-à-dire on a besoin de moi quand je sens que ça commence à flageller un petit peu, je fais: «Ah, peut-être des questions sur l'évaluation finale». «Ah Mmh. oui, parce qu'on n'a pas trop compris ça, très bien. Qui peut lui expliquer?» Vous savez la fameuse question. Oui, oui. Donc voilà, Mmh. n'hésitez pas, enfin pardon, n'ayez pas peur, vous êtes accompagné, ça fait partie de l'accompagnement au titre, Oui, oui, tout hein. à fait.
c'est que tout le monde ait son titre et il faut savoir qu'il y a autant de titres disponibles que de candidats. Donc tout le monde a sa chance. 100% des gagnants auront tenté leur chance. Voilà, exactement. C'est un bon rappel. Oui. C'est un bon rappel et puis, voilà, la structuration, c'est aussi passer par des phases d'euro blanc, par exemple, ou des phases où il n'y a pas d'enjeu particulier, si ce n'est que de se perfectionner pour tendre vers l'obtention du titre. Oui, tout Tout à à fait. fait. Il faut s'entraîner, hein. C'est vraiment, n'hésitez pas, faites-le, regroupez-vous, Oui. servez-vous de votre famille, pour déjà, c'est génial ça parce que Oui, vous le faites devant votre famille et après vous leur demandez ce qu'ils ont compris oui, et ça, c'est grandiose ça. oui, sur l'aspect pédagogique, il y a pas Ah ouais, ouais, c'est pour la vulgarisation, c'est incroyable. exact. Ah, c'est bien, très Et bien. on a encore 10 petites minutes dans cette, phase d'examen, les 10 dernières, qui, s'appelle l'entretien final. Ça porte plutôt bien son nom, vous me direz. Heu et en l'occurrence ici, on a le jury qui va prévoir, de questionner le candidat sur sa vision du métier et qui va aussi l'interroger sur son dossier professionnel. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, il est grand temps. Ce dossier professionnel, en fait, à quoi il correspond? Il correspond à un attendu obligatoire dans le cadre de passage de titre professionnel, que vous passiez un titre de peintre en bâtiment ou que sais-je encore, ou de Ou formateur de caissière ou ou de de voilà ou de exactement, formateur, hein, c'est toujours ou de pareil. CIP ou autre, eh Oui. bien vous aurez un dossier professionnel à réaliser. C'est un document qui est normé, Mmh. et vous aurez à valoriser des compétences que vous aurez vécues en stage ou pas. Pour le coup, vous aurez pu Oui, développer des compétences au préalable, peut-être dans un cadre professionnel, dans un cadre associatif. associatif, oui. Peu importe, en tout cas, c'est l'occasion de se dire: «Eh bah, tiens, l'analyse des pratiques professionnelles, je l'ai déjà menée à d'autres endroits dans ma carrière ou dans ma vie et donc je vais pouvoir le valoriser dans ce dossier professionnel». Ça apporte une autre pierre à l'édifice finalement, et je trouve que, pour le coup, d'être interrogé sur ce document est fort pertinent parce que ça vient étendre encore le champ d'intervention, si je puis dire, au-delà du simple stage ou des différentes activités types. Là, on va creuser l'activité type, mais encore sous un autre angle à travers ce document-là. Moi, je voudrais dire une petite plus-value du titre, professionnel Oui, FPA. Le titre FPA va vous offrir ce qu'on appelle une dorsale pédagogique. oui. C'est-à-dire que ce que vous allez construire et proposer aura été quelque chose qui aura été initié avec des études, initié avec des savoir-faire, des réflexions. Oui. C'est un vrai savoir-faire et aujourd'hui, ça vous permettra de vous démarquer, de tous les technophiles qui n'ont aucune, dorsale pédagogique et qui croient que l'outil remplace le pédagogue. Oui, oui. Eh bien, l'outil est au service du pédagogue Oui. et il faut qu'il y ait un pédagogue ou un andragogue si vous voulez Mmh. pousser un petit peu le truc. Mais ça sera une autre aventure, ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas, vous allez acquérir lors de ce titre votre dorsale pédagogique qui vous permettra, si vous maîtrisez l'ensemble des compétences, d'être totalement autonome dans la capacité que vous aurez à analyser, produire, animer, accompagner, Mmh mh. euh, améliorer. Tout à fait. Tout ça, vous allez le maîtriser. C'est ce qui fera de vous un excellent professionnel. Ça Exact. viendra pas en 3 jours. Au début, vous serez pas compétent, vous serez capable d'eux. Mmh. Mais avec ces outils-là, cet entraînement-là, vous aurez la capacité de progresser et vous pourrez donner à votre carrière des perspectives incroyables. Mmh. Les métiers de la formation, Emmanuel l'a dit, c'est hyper vaste. On Oui. peut y aller dans tous les sens, tous les côtés. On n'en voit jamais le bout. Et c'est vraiment exceptionnel. On peut travailler dans plein d'univers. Il y a pas de chasse gardée, il y a pas de truc fermé. Non. On a vraiment, à travers toutes ces compétences, euh, la capacité de vraiment se faire plaisir, d'apprendre plein de choses et de communiquer et de faire des belles rencontres. Tout à fait. Moi, je dirais que formateur, c'est avant tout des rencontres. Oui. Et ces rencontres nous marquent, hein, on rencontre des gens incroyables. Et c'est vraiment, on peut que vous encourager, nous, à aller vers ce titre professionnel. On le rappelle, hein, c'est pas obligatoire. Il y a pas Exactement. de, c'est pas ce qui fera forcément la qualité. C'est pas parce que vous aurez le titre. Enfin, c'est pas la raquette qui fait le tennisman, quoi, en vrai. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que vous aurez en tout cas tout pour bien faire. Oui, et Et je ça, rajoute un dernier petit point, Laurent, puisqu'on a ouais, fait différentes phases là oui,
quand je suis dans mon TP, et cetera, il y a la phase d'après et donc la phase d'après, c'est déjà de se féliciter pour tout le parcours Ah que oui. vous aurez fait, célébrer la réussite de votre examen et en fait, c'est là que tout commence puisque Laurent l'a dit, vous êtes formateur en devenir et donc votre avenir est devant vous. Mmh, c'est ça. Vous allez pouvoir structurer votre démarche, que ce soit pédagogique en termes, de positionnement en tant que professionnel FPA, en termes de veille, d'amélioration continue et cetera. Moi, ma recommandation principale, je dirais, à l'issue du passage de ce titre, ça peut être de continuer à garder le contact avec, les pairs qui ont suivi aussi cette formation ou rejoindre des communautés, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur, des groupes en présentiel dans des organismes ou l'entreprise dans laquelle vous intervenez, pour procéder à de l'analyse de pratique de façon régulière. Ça a une valeur très précieuse, donc je vous incite vivement, dès que vous avez obtenu votre titre, à continuer à travailler sur cet esprit, communautaire pour parler le même langage et continuer à évoluer, entre pairs. Et puis il y a quand même quelque chose d'important, à partir du moment où vous aurez, tous ces éléments en main, Mmh mh. viendra le temps pour vous de regarder comment, votre savoir-faire se monnaie. Oui. Et et si, je pouvais vous dire, peut-être vous donner un petit conseil, ça serait de dire la chose suivante: soyez très attentifs à vos périodes de stage. Où est-ce que vous les faites? Oui. Est-ce qu'il y a de l'employabilité là où vous les faites? Est-ce que ça correspond à ce que vous aimeriez? Et c'est très important de bien optimiser ses temps en entreprise parce que naturellement, une entreprise qui vous connaît, qui aura travaillé avec vous, ou des formateurs auront travaillé à vos côtés, vous aurez travaillé à leur côté, et ben, elle sera beaucoup plus enclin à vous prendre vous lorsque vous aurez un choix à faire du fait qu'elle vous connaisse. Oui. Donc, c'est très important la période de stage, c'est ce qui, entre guillemets, peut facilement vous mettre le pied à l'étrier. Oui, tout à fait. Donc, soyez attentifs à ça, c'est aussi une intention. Et ce qui est formidable, moi je l'ai vécu, hein, j'ai été accompagné dans un centre de formation, j'y ai fait mes périodes de stage, j'y ai été embauché. On a accompagné ma montée en compétences Mmh mh. et à chaque moment, les gens qui étaient en face de moi étaient adaptés à mon niveau de compétence. Mmh. Et ça, c'est incroyablement, bienveillant parce qu'on n'attendait pas de moi que je sois un champion du monde. Moi, j'étais dans une approche, constructive, c'est-à-dire, comment j'apprends de mes erreurs, Oui. comment je capitalise, ce que je réussis. Oui. Et pour ce faire, on a cet œil bienveillant qui est à vos côtés. Et bah, moi, j'ai eu un parcours assez intéressant. Je suis rentré dans un centre de formation comme, formateur vacataire. Après, je suis devenu, formateur honoraire. Après, j'ai été embauché, dans le centre de formation et pour être responsable de formation. Et ce qui était assez intéressant, c'est que les gens qui m'avaient tutoré étaient les gens, entre guillemets, qui m'étaient rattachés, à mon poste de direction puisque c'était des coordinateurs pédagogiques. Alors, Et c'est très, très important, de faire ça parce que, parce que ça va vous permettre, d'évoluer dans le sens que vous voulez, hein, ça c'est on n'est pas en train de monter un escalier en permanence, hein. Formateur, c'est génial, on peut faire que formateur, hein. On peut devenir coordo, on peut devenir responsable de formation, on peut devenir, responsable, d'un pôle, on peut faire tout un tas de choses. mmh Et mh. ça, c'est vraiment quelque chose, enfin, moi, j'adore, parler de ça parce que je suis très reconnaissant aux gens qui m'ont accueilli tel que j'étais. Voilà. Mmh. Et sachez que naturellement, c'est ce qu'on vous proposera. Ouais. Donc n'ayez pas de Mmh. préjugés là-dessus. Allez-y, serein. Voilà. Super. Eh bien écoute, moi c'est incroyable le temps, comme ça passe vite, hein. Oui, je suis d'accord, je pourrais encore parler des heures, je crois, mais Voilà, alors, écoute, j'aimerais, faire, un remerciement important aujourd'hui. Heu chers auditeurs, le podcast de la formation avec le mot-clé formation est le premier podcast, qui sort sur Apple Podcast et Spotify. Ce bravo. sont 2 plateformes majeures. Ce positionnement, nous fait incroyablement plaisir et tout ça, c'est dû à 2 choses, essentielles. Nos interlocuteurs comme Emmanuel qui viennent nous partager simplement,
des vraies compétences, un vrai savoir-faire. Et vous, auditeurs, qui nous faites le plaisir, et vous êtes des milliers à nous écouter, nous cumulons des milliers d'écoutes sur le podcast. Et aujourd'hui, je voulais vous remercier pour votre place sur votre première place sur ces 2 plateformes avec le mot-clé formation. Merci Bravo beaucoup à à tous nos toi auditeurs. et bravo aux auditeurs. C'est incroyable puisque nous n'avions et nous n'avons pas d'ambition particulière sur le podcast, si ce n'est que de partager des choses qui existent, des vraies pratiques avec des gens de terrain. C'est vraiment Mmh. ça notre et on est très touchés et on est très reconnaissant de pouvoir d'avoir ce soutien au quotidien parce que c'est un soutien quotidien qui nous permet aujourd'hui de sortir premier sur le mot-clé formation sur Apple Podcasts et Spotify. Voilà. Excellent. J'espère que vous avez pris un super moment d'écoute, chers auditeurs. Merci beaucoup Emmanuel pour ce Avec plaisir. partage. Je mettrai comme d'habitude les coordonnées d'Emmanuel et les éléments qu'elle voudra partager sur le descriptif de l'épisode et je vous invite à aller la solliciter. Vous verrez, c'est très facile, c'est très simple et puis quand on a affaire à des gens qui sont de vrais professionnels, c'est toujours agréable et ça fait partie aussi de la veille de savoir s'entourer. Merci beaucoup Laurent et merci à chacun, chacune pour votre écoute. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation. Bye bye.